Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du musée dans son canapé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des uniformes durant la guerre 14-18. Mais en fait je vais un petit peu tricher parce que je vais vous parler des uniformes même avant 1914. Alors pourquoi vous en parler? Parce que souvent on blâme l'armée française de ne pas avoir adopté de nouvelles tenues mieux camouflées, notamment du fait aussi des armes modernes qui vont apparaître sur le champ de bataille. On a dans nos collections 2 casques qui témoignent en fait des essais qui ont été réalisés par l'armée française avant 1914. On a par exemple ce casque d'artilleur de 1902 ou alors ce casque Reseda de 1912. En réalité, l'armée française va développer plus d'uniformes et va faire plus d'essais d'uniformes entre 1900 et 1914 que toutes les autres armées européennes. Et pour autant, on ne va jamais réussir à adopter un uniforme dit invisible. Parce qu'à l'époque, on ne parle pas de camouflage, mais d'invisibilité. Je vais repasser derrière la caméra. Et je vais vous montrer alors déjà en plus gros plan ces 2 objets. Et là, un exemple de la tenue Bourg, qui était une tenue bleue adoptée en 1903 par quelques régiments comme tenue d'essai. Alors une tenue bleue avec un chapeau à bord long, mais qui va être abandonnée parce qu'on considère qu'elle n'est pas adaptée, puis qu'elle n'est pas d'esprit français. On a également la tenue Reseda, que je vous montre ici, une tenue où on a eu un essai notamment de tenue en 1911, puis un essai en 1912. C'est pareil, cette tenue ne sera pas adaptée, alors notamment parce qu'on juge que la couleur est trop proche de celle de l'armée allemande, l'uniforme Feldgrau qui sera adopté par la suite, au début du XXe siècle, par l'armée allemande. Résultat des courses, dans l'armée française, on va essayer au moins 9 tenues différentes pour l'armée, notamment en vue de la rendre invisible, et on ne va jamais se mettre d'accord, si bien que quand la guerre se déclare en août 1914, on n'a pas d'uniforme adapté. Alors, ce que je voulais vous montrer, tout d'abord, c'est l'uniforme britannique adopté en 1900, l'uniforme dit de couleur kaki, donc qui veut dire poussière en hindouiste, qu'on retrouve ici. On a également l'uniforme Feldgrau, donc Feldgrau qui veut dire vert grisâtre pour être plus précise, voilà, qui va être adopté par l'armée allemande en 1907. Et puis on a aussi les armées russes, les armées austro-hongroises qui vont se vêtir d'un uniforme moderne. Nous, quand même, un petit peu à la ramasse par rapport aux autres, on va adopter en juillet 1914 un uniforme de drap tricolore. Donc un mélange de 3 couleurs, le bleu, 60% de bleu, 30% de rouge et 10% de blanc. Alors cet uniforme qui va être adopté, malheureusement, il ne va jamais voir le jour, puisqu'en août 1914, la guerre se déclare et on n'aura pas le temps de fabriquer de nouveaux effets pour les soldats avant leur entrée en guerre. Notre soldat français de 1914, il va donc partir avec une tenue comme celle-là, alors sans les épaulettes et le petit pompon sur le képi, avec une capote, donc c'est le manteau long modèle 1877, avec une double rangée de boutons. L'objectif, c'est de pouvoir croiser comme ça le tissu. Un képi modèle 1884. Et en fait, on va être dans une tenue très très proche de celle que les Français avaient au cours de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Et puis évidemment, le fameux pantalon rouge, la culotte rouge. Le ministre de la guerre, l'ancien ministre de la guerre, Eugène Etienne, dira le pantalon de Garance, c'est la France. Voilà. Alors les différents arguments contre ces tenues d'essai, c'est le fait que déjà, si on supprime des tenues militaires qui soient différentes en fonction des corps de l'armée française, on supprime aussi leur histoire.
On supprime l'émulation qui peut aussi être à l'issue notamment de cette histoire-là. Et puis, il y a un risque de méprise. Alors ça, notamment, on va le retrouver pour la tenue Reseda, qui va ressembler à la tenue Feldgrau des Allemands. Et puis, ça va à l'encontre de l'identité nationale, de l'identité française. Bon, le drap tricolore sera le bon compromis. Ça donnera une couleur à peu près violacée. Mais comme je vous dis, l'entrée en guerre va bouleverser les choses. En face, notre soldat allemand, alors, hop, je récupère, avant la tenue Feldgrau. Donc, un soldat, vous voyez, on est encore dans une tradition qui est la même que la tradition française, qui est de se dire qu'il faut que l'armée soit vue et qu'elle soit notamment reconnue et glorifiée. Donc, on était sur des couleurs qui étaient également visibles, mais qui vont être, eux, pour leur part, transformées avant l'entrée en guerre. Le 2 août 1914, du côté français, ordre de mobilisation générale, et la guerre, se déclare. En l'espace de 15 jours, l'Europe entière se déclare la guerre. On va avancer. La guerre est déclarée. C'est la déclaration de guerre. Section. Alors, on se retrouve devant notre uniforme français du soldat d'infanterie de base. Ce qui est quand même intéressant, c'est que, je vous ai dit, on avait conscience que le pantalon rouge, le képi rouge, puisqu'en réalité, notre soldat lambda d'infanterie de 1914 porte un képi comme celui-ci, on avait conscience qu'ils étaient extrêmement visibles tout de même. Donc, on va leur donner des couvre-képis. Alors là, sur le mannequin, on voit qu'il est gris, mais en réalité, on sera plutôt sur des couvre-képis de couleur bleue, en coton bleu d'ailleurs, qui vont venir recouvrir la couleur rouge. Alors là, il est à l'envers d'ailleurs, mon couvre-képi. La couleur rouge qui était trop voyante. On va leur donner aussi des couvre-pantalons, de la même manière, en coton bleu, pour recouvrir la couleur rouge du pantalon français. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres éléments sur l'uniforme qui vont être transformés. On a par exemple les guêtrons qui viennent au niveau des mollets, qui vont après évoluer parce que ça ne va pas être vraiment adapté à la boue, notamment dans les tranchées. On peut aussi remarquer que notre uniforme de 1914, il va être différent en fonction des régiments. Alors là, je vous parle du soldat d'infanterie, mais là, par exemple, on a un soldat qui relève plutôt de l'infanterie coloniale, donc qui a une ancre au niveau de son képi. Les attributs entre les soldats vont être différents en fonction des régiments auxquels ils appartiennent. Et c'est aussi quelque chose, je vous ai parlé de l'esprit de corps tout à l'heure, mais qui va poser problème quand on va vouloir changer de tenue pour l'armée française, et auquel on va revenir au cours de la Grande Guerre, la question de l'uniformisation des tenues de tous les corps de l'armée française. Alors, ce qui était aussi important dans cette question d'invisibilité, c'était de ne pas pouvoir distinguer facilement le soldat d'infanterie de base de l'officier. Là, par exemple, on a un sous-lieutenant. Et malheureusement, on se rend compte aussi qu'avant la Grande Guerre, on n'a pas assez uniformisé ces uniformes d'ailleurs. On reconnaît assez aisément les cadres de l'armée.
Et on va être confronté à une hécatombe de cadres, puisque les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils tirent en premier sur les officiers qui guident les troupes de façon à désorganiser eh bien, les différentes troupes. Alors, sur cette tenue de sous-lieutenant d'infanterie, on retrouve notamment sur ces boutons, et c'est le cas aussi sur les uniformes des soldats lambda, je vous ai parlé de l'encre sur le képi, mais sur le bouton, là par exemple, on a la fameuse grenade, la grenade symbole de l'infanterie française. On va pouvoir passer à côté à notre soldat allemand, de couleur vert-gris, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui est notamment qui a l'avantage, lui, d'être bien mieux camouflé dans le paysage que notre soldat français de 1914. Bon, néanmoins, on parle toujours du casque allemand. Le casque allemand, c'est un casque en cuir bouilli qui ne va pas spécialement protéger la tête de l'artillerie, puisque l'on sait que 80% des blessures, alors c'est du côté français, mais ça doit être l'équivalent du côté allemand, se feront du fait de la violence de l'artillerie. On retrouve à côté l'artilleur. Alors vous voyez qu'il y a un uniforme différent. Je vous ai dit, on a des uniformes différents en fonction des régiments auxquels on appartient. Et on a notamment sur ces boutons, pareil, une insigne. L'insigne des canons, deux canons croisés, qui va être le symbole de l'artillerie. Alors ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on retrouve ça sur les boutons, et on verra qu'après, quand on va adopter le casque Adrien, on va retrouver ça sur le casque. Et ça va être finalement les seuls petits symboles qui vont permettre d'identifier entre eux les soldats des différents régiments. À côté de nos troupes de l'armée d'Afrique, donc en provenance des colonies, avec aussi des colons qui faisaient partie de ces troupes, le tirailleur algérien, le tirailleur marocain, et puis le spahis algérien, cavalier d'Afrique du Nord. On va avancer vers la salle A. Et découvrir la manière dont on va procéder finalement au changement dans cet uniforme français et les étapes par lesquelles on va passer pour arriver à un uniforme perfectionné, en tout cas fixé à partir de 1916 et jusqu'en 1917-1918, jusqu'à la fin de la guerre. On a ici deux cervelières. Alors les cervelières, c'est de la tôle métallique. Là, en l'occurrence, on en a une qui est recouverte de caoutchouc, qui se glissait sous le képi. Ça a été adopté à partir de février 1915. On a commencé à en donner aux soldats. Simplement, la protection était insuffisante, la cervelière, elle glissait. Bon, c'était pas satisfaisant comme système de protection de la tête. Donc le sous-intendant Adrien et puis la société Japy vont mettre en place un autre système qui va être adopté en avril 1915, le casque Adrien, et qui va notamment être distribué aux soldats à partir de juillet 1915. Ce casque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve l'insigne, l'appartenance au régiment au niveau de cet insigne sur le casque. Donc là, par exemple, on a la grenade infanterie. Dans les transformations également de l'uniforme, on va avoir la nécessité d'avoir un équipement qui permet de protéger le soldat contre les armes chimiques. Parce que, comme vous le savez, comme vous ne le savez pas, le 22 avril 1915, les Allemands lancent la première attaque au gaz et on va mettre en place des systèmes qui vont évoluer au fur et à mesure de la guerre. D'abord un système, si vous voulez, par exemple, de cagoule ou qui va être imbibé de produits neutralisants.
donc des systèmes voilà, qu'on imbibait de produits, jusqu'à arriver à des systèmes de cartouches filtrantes à base de charbon notamment, pour prévenir et prémunir les soldats contre ces attaques absolument terribles. Cet équipement va évoluer aussi parce que les armes elles-mêmes vont évoluer. C'est-à-dire ces armes chimiques qui sont prônées aux voies respiratoires vont aussi se mettre à attaquer la peau. Et on va avoir des équipements entiers pour le corps entier qui vont être donnés et bien également distribués aux soldats. Alors la question de l'évolution des armes m'amène à vous parler du développement d'une arme durant cette guerre, d'un système d'attaque, la cavalerie blindée. Et on retrouve donc la mise en place d'un nouvel uniforme, finalement dans l'armée française, l'uniforme du tankiste, du conducteur de char. Alors là, on a le casque Adrian, marqué notamment avec un des deux canons qui s'entrecroisent, donc du symbole de l'artillerie, ce cuir. Et on va retrouver aussi un masque de protection qui s'inspire, c'est intéressant, notamment c'est de la cotte de maille, ça fait penser un petit peu au système de protection médiévaux. On verra tout à l'heure que les casques pour les tankistes, on va se retrouver aussi un autre casque dans nos collections de tankistes où la visière sera découpée. On raconte que c'est pour éviter que le conducteur se cogne, notamment aux parois à l'intérieur du char. Voilà pour ce petit passage. On va rejoindre d'autres salles. En attendant, on va vous diffuser une vidéo sur les conditions de vie de ces soldats. Et puis on vous retrouve tout de suite. Alors je m'arrête ici pour vous présenter, en tout cas commencer à aborder une autre facette de la guerre et notamment les difficultés à la fois d'approvisionnement de textiles. Rappelez-vous, on avait dit à ces hommes, mais la guerre elle durera que quelques semaines, quelques mois maximum. Oui, mais en réalité, ça va durer beaucoup plus longtemps et on va avoir des problèmes notamment pour renouveler l'uniforme de ces soldats qui vont réclamer de nouveaux uniformes dès septembre 1914. À cela, ces problèmes notamment de textile, de fabrication de textile et de pénurie surtout, va s'ajouter le fait que, on n'avait pas prévu que la guerre serait longue, on n'avait certainement pas prévu de passer l'hiver dans des tranchées et du coup, on n'aura pas de vêtements adaptés à distribuer aux soldats. On va avoir dans la société civile des femmes qui vont, ou des associations, se mobiliser pour créer divers vêtements chauds pour pallier l'absence de vêtements distribués au sein même de l'armée. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous emmener en direct dans une salle pour vous montrer les évolutions au cours de cette année 1914, les évolutions de l'uniforme, au cours de cette année 1914-1915, aborder la question des pénuries à cause du Wi-Fi, qui n'est pas parfait dans toutes nos salles du musée. Donc je vais vous diffuser une petite vidéo de cette salle et je vous retrouve en Marne 1918. À tout de suite. Alors,
comme convenu, je vous retrouve donc en salle E, devant quelques uniformes qui illustrent eh bien, ce changement d'uniforme au cours de l'année 1914-1915. Alors tout d'abord, souvenez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, en juillet 1914, on adopte le drap tricolore. Ce drap qui est un mélange de rouge, de blanc et de bleu, une majorité de bleu, 60%, 10% de blanc et 30% de rouge. Et puis, la guerre se déclare, le rouge manque puisque la teinture est importé d'Allemagne, et on se retrouve avec, par exemple, cet uniforme-là, qui est un uniforme entre deux, puisqu'on a la coupe, le modèle de capote de 1877, donc le même modèle que 1914, mais avec une nouvelle couleur, la couleur bleu horizon. Bleu horizon qui est en fait un mélange de bleu et de blanc, étant donné que le rouge n'est plus là. Donc on retrouve toujours ce col, qui est un col droit, la cartouchière, notre képi qui n'est plus un képi, un rouge et bleu, mais un képi également en bleu horizon, les bandes moltières, que je vous montrerai, je vais redescendre tout à l'heure pour vous montrer, et alors on va passer après, durant l'année 1914-1915, à de ce modèle-là, au modèle dit de capote Poiret, donc conçu par Paul Poiret, le couturier. Alors, elle a quoi de particulier ce modèle de capote? C'est qu'on n'a plus qu'une seule rangée de boutons. En fait, on a demandé, l'intendance, l'armée française a demandé à Paul Poiret de concevoir un modèle de manteau qui permette d'économiser à la fois du temps de fabrication, mais aussi du tissu. Problème, l'avantage d'avoir une double rangée, c'est qu'on avait un tissu qui passait par-dessus l'autre. Là, désormais, les hommes sont moins protégés au niveau du torse et on va voir que durant des hivers, et notamment l'hiver 1914-1915, ça peut poser problème parce que déjà, les hommes n'ont pas forcément de vêtements chauds, mais alors en plus, ils ont des tenues, un uniforme militaire moins couvrant. Ce qui est aussi intéressant sur ce modèle de capote, c'est qu'on a non plus un col droit, mais un col dit chevalière avec des rabats donc de chaque côté. Je voulais également vous montrer cet uniforme-là parce que il montre aussi finalement la pénurie de textiles qu'on va rencontrer durant cette fin d'année 1914-1915, parce qu'on s'était dit la guerre sera courte. Dès septembre 1914, après la bataille de la Marne, il faut renouveler les uniformes des soldats et on va manquer de tissu, d'autant que les Allemands vont mettre la main sur les industries textiles du nord et de l'est de la France. Donc on va par exemple avoir des tenues comme celle-ci, un modèle de capote qui est Poiret, mais de couleur indigo, puisqu'on a fait importer ce drap du Royaume-Uni. Voilà pour cette section. Je vais passer à côté pour vous montrer justement les problématiques. Alors, je vais juste zoomer, sur le bleu, voilà, la culotte bleu horizon également, et les bandes moltières qui vont être beaucoup plus adaptées à la boue que les guêtrons en cuir qu'on avait donnés aux soldats de 1914. Je vais aussi me rapprocher un petit peu de cette tenue dite indigo, pour vous montrer que par rapport au bleu horizon, on est sur une couleur de tissu qui est différente. Et puis, du col droit, comme je vous ai dit. Voilà. Au col à rabat, le col chevalière. Alors, pour vous montrer en attendant, pour introduire plutôt cette problématique de l'hiver 1914-1915, mais qui va se retrouver pendant tous les hivers, parce que là, par exemple, il me semble que le soldat a sur la tête un cascadrian, donc on doit être déjà passé septembre 1915. La question du froid qui va être difficilement gérée, et notamment, particulièrement, durant l'hiver 14-15, parce qu'on n'a pas du tout prévu que l'hiver... de passer l'hiver dans les tranchées et à la guerre. Donc, pénurie de tissus, pas de vêtements adaptés. On va demander à la société civile de concevoir
Par exemple, là, on a des chaussettes qui ont été faites à partir de textiles issus notamment de couvertures d'hôpitaux. On a des gants, vous voyez, rudimentaires, hein, fabriqués avec le tissu fourni, les moyens du bord. Quelques instructions qu'on donnait à la société civile, aux femmes, hein, notamment aux associations, pour concevoir des vêtements chauds pour les soldats. Le fameux képi bleu horizon et la capote Poiret. Alors un modèle qui est notamment un modèle d'officier avec un drap de qualité supérieure par rapport à ce qu'on va fournir aux soldats. Ces deux éléments, on les retrouve sur notre fantassin de l'hiver 1914-1915. Alors ce fantassin, il a en réalité son képi bleu horizon, et par-dessus on a mis une toile, un couvre-képi en toile cirée. Il a une écharpe qui vraisemblablement a été réalisée par la société civile, hein, par les femmes, par exemple. C'est une écharpe qui permet une écharpe capuche, voilà, qui va permettre aux soldats de se couvrir. On a récupéré, par exemple, vous voyez cette peau de mouton, hein, qui va servir à couvrir le soldat. Ce qui est assez bizarre, du coup, c'est que l'allure du soldat durant l'hiver 1914-1915, elle n'est pas tout à fait réglementaire, hein. On sort des normes militaires pour finalement privilégier la nécessité de lutter contre le froid. On retrouve la capote bleu horizon, de couleur bleu horizon, avec une seule rangée de boutons, donc le modèle Poiret. Et je vais zoomer sur le pantalon, puisque le pantalon, il n'est pas de couleur bleu horizon, c'est du velours, et les bandes moltières, c'est pareil, elles ne sont pas de couleur bleu horizon. En réalité, on va demander, hein, aux fabricants textiles de l'arrière de fournir tout ce qui est de couleurs à peu près ou proche des couleurs réglementaires de l'armée pour habiller les soldats. Donc les soldats, ils vont se retrouver avec des uniformes disparates, mais qui vont leur tenir chaud, à défaut d'avoir des uniformes adaptés au sein même de l'armée. Je vais revenir sur mes petites images pour vous montrer cet uniforme d'officier français d'infanterie coloniale qui est réalisé à partir de textiles issus de l'arrière de la société civile. Voilà pour cette section. Hop, je vais repasser devant et puis on va changer d'espace pour se retrouver du côté de l'espace Marne 18 et vous montrer les tenues bleu horizon, mais aussi les tenues moutarde et d'aviateurs de la fin de la guerre. À tout de suite. Alors, comme promis, on me retrouve en Marne, devant l'espace Marne 1918, pour vous parler de cet uniforme bleu horizon. Alors là, par exemple, on a un homme, un soldat, en uniforme bleu horizon, avec non pas la capote, un menton long dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, mais la vareuse, qui pouvait d'ailleurs se porter en hiver sous la capote pour tenir chaud aux soldats. Ce qui est aussi intéressant sur ce soldat de 1918, hein, c'est qu'il porte en baudelière des balles. Alors c'est un système qui était adopté notamment par l'armée britannique et qui va se répandre aussi dans l'armée française pour permettre aux soldats de transporter plus de munitions que ce qu'il n'en avait avec les poches et les cartouchières. On retrouve son casque quadrillant sur sa tête, ses bandes moltières, et puis comme vous l'avez compris, le bleu horizon qui est un mélange de blanc et de bleu, le rouge manquant. Derrière, on a l'uniforme moutarde, donc uniforme moutarde qui est distribué à l'armée d'Afrique notamment, mais aussi aux troupes coloniales. Alors il faut savoir que l'approvisionnement étant ce qu'il est, hein, durant la Grande Guerre, on va avoir parfois des soldats avec une veste ou un manteau moutarde et un pantalon bleu horizon.
On retrouve notamment le passepoil jonquille qui permet d'identifier aussi le fait qu'on est dans l'infanterie coloniale. Derrière, le tankiste, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec son casque, avec la visière qui a été découpée, afin, on raconte, comme je vous l'ai dit, que c'est pour éviter de se cogner la tête, notamment lorsque l'on fait freiner le char ou au mouvement du char. Il a d'ailleurs son bidon d'essence dans la main et son cuir. Je vous ai parlé tout à l'heure des chars en vous disant c'est la cavalerie dite blindée, puisqu'elle a la fonction de charger sur l'ennemi, comme les cavaliers le faisaient d'antan. Mais là, on va bien se rendre compte que la cavalerie d'attaque, si vous voulez envoyer des chevaux et des hommes sur les lignes ennemies, ça va évidemment ne pas fonctionner avec une guerre moderne. Par contre, les chars vont être un moyen de substitution qui, lui, va tout à fait fonctionner. Derrière, l'aviateur de 1918, avec notamment son cuir au niveau de la tête, son casque, et puis cette tenue en toile cirée d'ailleurs pour le protéger des conditions, avec des extrémités qui peuvent se serrer, notamment au niveau des bras et des pieds pour le garder à l'abri du vent, du froid. Et l'intérieur en fourrure, qu'on appelait le gorille, qui permet de lui tenir chaud. Parce que les températures, il n'y avait pas de cockpit sur les avions en cette période, et les températures pouvaient même descendre parfois jusqu'à moins 30 degrés. Voilà pour ce petit focus sur les uniformes. On va revenir devant l'espace Marne 1918. Où l'on trouve également des uniformes allemands aussi, Feldgrau, avec le casque. Les Allemands non plus n'avaient pas, je vous ai dit de parler tout à l'heure, ils avaient un casque, mais c'était un casque en cuir. Donc on va voir que l'uniforme français, certes, mais aussi alliés et ennemis, vont évoluer au cours de la Grande Guerre. Je vous montre comme ça, peut-être plutôt dans l'autre sens du coup, 2 cartes postales, qui sont notamment en vente à la boutique du musée et qui permettent d'illustrer les différences entre cet équipement de 1914. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais la capote, on dit que c'est une capote en drap gris de fer bleuté. Et puis là, notre uniforme de 1918, bleu horizon. Bleu horizon qui sera le terme employé par la presse, notamment. Voilà, j'ai terminé mon petit focus sur les uniformes. Alors il y aurait énormément de choses à dire, encore et encore, mais ça, on vous réserve ça pour une prochaine édition du musée dans son canapé. On va passer aux questions, si vous en avez. Alors, une question de Marie. Les soldats avaient-ils le temps d'enfiler leur combinaison de protection contre le gaz lors d'une attaque au gaz ? Alors, il y avait un système notamment d'alarme qui était mis en place pour prévenir les hommes le plus tôt possible lors d'une attaque à l'arme chimique. Néanmoins, dans les faits, ils n'avaient pas toujours le temps de revêtir l'uniforme complet. On privilégiait le masque à gaz. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais nos poilus n'étaient pas forcément tous poilus parce que très rapidement, il a fallu se raser de près, ne serait-ce que pour que le masque à gaz puisse bien adhérer au soldat, au visage du soldat. Et là, on risquait sa vie. Donc, il fallait faire attention à son hygiène pour cette raison. Donc, la réponse est évidemment qu'en fonction des moments, non, il n'avait pas toujours le temps. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Je suis désolée si vous avez eu des petites coupures. Le Wi-Fi n'aime pas trop l'acier et le béton, et on n'est pas bien lotis là au musée de la Grande Guerre. Néanmoins, j'espère que ça vous a plu, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Voilà, à très bientôt.